L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'agression sioniste contre l'Iran, avec une troisième nuit de riposte, une conséquence forcément sur le marché mondial de l'énergie. Celui du pétrole est déjà en ébullition, plus 12% depuis vendredi pour atteindre les $75 le baril du brut. C'est une réaction plutôt brutale car la tendance depuis ces derniers mois était à la baisse. Les acteurs du marché s'y attendaient. L'Iran, pays en guerre, mais surtout pays qui représente 4% de la production mondiale de l'or noir. Mais surtout, la contrée contrôle un axe stratégique, le fameux détroit d'Ormuz. Téhéran a menacé de le bloquer. D'après le député iranien Sarder Ismail Kawsari, c'était ce matin, sa fermeture est redoutée. Est-ce que l'Iran mettra sa menace à exécution? Quelles conséquences pour l'économie mondiale et comment les marchés s'y préparent? Va-t-on plutôt vers un baril à $100 d'ici les prochaines semaines? On fait le tri, à tout de suite. Et comme trame de fond, cette guerre entre l'Iran et l'entité sioniste et un marché de l'énergie en ébullition, telles sont les conséquences, à cause notamment, particulièrement de ce point névralgique pour l'énergie et le commerce mondial, le détroit d'Ormuz, ce couloir étroit entre les îles du sud de l'Iran et une pointe au nord du sultanat d'Oman, une jonction entre, d'une part, le golfe d'Oman et l'océan Indien et également le golfe Persique, un passage large de 55 km à travers lequel transite l'essentiel du gaz et du pétrole, en tout cas une large partie du gaz et du pétrole mondial. Pour en parler, je reçois Francis Perrin, spécialiste justement des problèmes énergétiques. Bonsoir Francis Perrin. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Francis Perrin. Alors, en tant que spécialiste, Francis Perrin, spécialiste des problèmes énergétiques, votre regard en ce moment est sans doute posé sur ce fameux détroit d'Ormuz. Oui, bien sûr. Lorsqu'il se passe quelque chose au Moyen-Orient, notamment évidemment nouveau conflit armé, tout le monde pense qu'il est pétrolier, quel impact sur le détroit d'Ormuz. Et la question clé, c'est est-ce que l'Iran pourrait bloquer ce détroit? Il pourrait tenter de le faire, mais je ne crois pas qu'il va essayer de le faire, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si l'Iran bloquait ce détroit extrêmement stratégique pour le commerce pétrolier mondial, le risque, c'est qu'il attire des frappes américaines, États-Unis, en plus des frappes israéliennes qui ont commencé dans la nuit du 12 au 13 juin. Le deuxième élément, c'est que si l'Iran bloquait le détroit d'Ormuz, il empêcherait l'exportation de son propre pétrole. Et on sait que l'exportation de pétrole est capitale pour l'Iran, pour l'économie iranienne et pour l'État iranien. Troisième élément, si l'Iran bloquait le pétrole d'Ormuz, il mécontenterait fortement la République populaire de Chine, qui est le principal importateur de brut iranien et qui importe également beaucoup de pétrole venant des États arabes de la région. Or, la Chine est l'un des soutiens, en tout cas politique et économique, de la République islamique d'Iran, et il ne serait pas de bonne politique pour les dirigeants iraniens, qui sont quand même très isolés, de mécontenter l'un de leurs principaux soutiens politiques est le principal acheteur du pétrole qu'ils exportent. Ça serait scier justement la branche sur laquelle on est assis, surtout en ce moment. Mais Francis Perrin, actuellement, on l'a dit, le baril du brut prend 12% pour atteindre les $75. Les bombardements sionistes ont ciblé des installations pétrolières iraniennes. Si la guerre se poursuit, est-ce qu'on peut s'attendre à un baril à $100 selon vous? Alors, deux remarques par rapport à votre question, qui est évidemment très importante et très actuelle. La réaction des marchés pétroliers à cette nouvelle guerre au Moyen-Orient. Vendredi 13 juin, le Brent de la mer du Nord, coté à Londres, le West Texas Intermediate américain, coté à New York, augmente en moyenne sur la journée de 7%, avec une pointe plus élevée. Mais aujourd'hui, lundi,
le 16 juin, les prix du pétrole ont baissé, ce qui peut paraître tout à fait surprenant. Alors pourquoi ont-ils baissé? Parce que sur les marchés pétroliers aujourd'hui, on pense que la guerre pourrait ne pas durer trop longtemps. On pense, à tort ou à raison bien sûr, que la guerre pourrait ne pas durer trop longtemps, que les Américains pourraient imposer une solution, au moins un accord. Et on pense également que pour l'instant, le pétrole n'est pas trop visé par ce conflit. Vous avez évoqué des frappes israéliennes en Iran visant l'énergie, hors nucléaire bien sûr, mais pour l'instant, pour le pétrole, qu'est-ce qui a été visé? Une raffinerie et des dépôts de stockage de carburant. Ça veut dire, en fait, ce que vous voulez dire, Francis Perrin, je vous laisse poursuivre. C'est vrai que quand on observe les frappes sionistes qui ont ciblé l'approvisionnement de l'énergie, il s'agit surtout, vous avez raison, c'est un point important, ils ont surtout visé de l'énergie domestique. On a vu des réserves de carburant, une plateforme de raffinage, de gaz et de pétrole. Mais ça rejoint un peu ce que vous dites, parce qu'on est en train de viser une forme d'énergie domestique, de carburant domestique. Et par le passé, quand on veut hâter la fin d'une guerre, on essaye de toucher ou de cibler le manque de carburant, ce qui peut provoquer une forme de soulèvement populaire et donc hâter la fin de la guerre et imposer des négociations. C'est au fond ça à peu près la logique qu'on a en tout cas observée par le passé. Est-ce que vous voyez le même scénario qui pourrait se présenter par rapport à la situation actuelle? Si Israël voulait véritablement viser le pétrole en Iran, ceux qui seraient visés, ce sont des champs pétroliers et surtout les terminaux d'exportation du pétrole iranien sur le Golfe. Pour l'Iran, évidemment, l'exportation de pétrole, c'est capital. Or, à ce jour, nous n'avons pas de frappe israélienne sur des champs pétroliers et surtout sur des terminaux d'exportation. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Très probablement parce qu'ils le faisaient, les prix du pétrole augmenteraient de façon beaucoup plus forte que ce que nous avons vu depuis le 13 juin, ce qui ne plairait pas forcément à Donald Trump, le président américain, qui cherche au contraire à faire baisser les prix du pétrole et qui a pas mal réussi depuis le début de l'année, en tout cas jusqu'à ces derniers jours, avant les tensions au Moyen-Orient. Mais il est vrai que le fait de viser des installations tournées vers le marché domestique, raffinerie, stockage pétrolier, peut avoir pour but de créer des pénuries, ou d'aggraver des pénuries, et d'aggraver le mécontentement populaire contre la République islamique d'Iran, mais ça ne touche pas les exportations de pétrole iraniennes sur le marché international. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les traders sur les marchés pétroliers mondiaux ne sont pas trop affolés et que le prix du pétrole brut a baissé par rapport à ces niveaux du vendredi 13 juin en fin de journée. Cette fameuse menace de bloquer le détroit d'Ormuz par l'Iran, menace brandie par le passé, on rappelle 20% de la consommation de pétrole mondial y passe, c'est 20 millions de barils jour, mais finalement, bon, vous nous avez expliqué que c'était pas réalisable, mais c'est pas réalisable également parce que ça concerne aussi un détroit international, même s'il y a 3 pays qui lorgnent dessus, mais c'est vrai que c'est une route internationale et l'Iran, en tentant de bloquer un détroit de 33 km, déjà c'est pas faisable en termes de logistique et même en termes d'outils, c'est pas plausible, mais c'est surtout se mettre non seulement à dos les Américains, les Chinois, mais aussi pratiquement le monde entier, Francis Perrin. Tout à fait. Je ne dis pas que ce ne serait pas possible pour l'Iran de le faire. On peut miner un détroit, on peut mettre des bateaux en travers, on peut attaquer des bateaux de passe. Il y a différents moyens sur le plan militaire. Ces moyens ne sont pas hors de portée de l'Iran. Mais il y a une différence peut-être entre... C'est qu'il n'a certainement pas intérêt de le faire. Pour reprendre ce que vous venez de dire très justement, se mettre à dos à la fois les États-Unis et la République populaire de Chine, les deux principales puissances mondiales, plus le monde entier, qui se verrait privé de ses approvisionnements pétroliers, ce ne serait pas de très bonne politique pour les dirigeants iraniens. À mon avis, les dirigeants iraniens pourraient vouloir bloquer le détroit d'Ormuz dans un seul cas seulement.
s'ils estimaient que leur régime était en danger de mort. Au Existentiel. moment où nous parlons, ce régime est bien sûr attaqué, il est affaibli, mais les frappes de la part d'Israël contre le nucléaire, contre le balistique, contre les militaires, contre les gardes de la révolution, contre des scientifiques liés au programme nucléaire, sont des coups très durs portés à l'Iran, mais ne mettent pas en jeu, pour l'instant, l'existence même du régime. Alors, on l'a dit, vous l'avez bien expliqué, Francis, peut-être qu'il faut faire la différence entre bloquer le détroit d'Ormuz et un peu perturber, oui, le transit à travers cet axe. Il s'agit de bloquer, je l'ai dit, hein, de bloquer un large passage de 31 km. Il y a autre chose peut-être à dire, Francis, c'est que les installations nucléaires iraniennes sont situées en sous-sol avec du béton armé, et les seuls à avoir des bombes pour percer ces espèces de chambres fortes sont les Américains. Peut-être que perturber ce passage pourrait inciter ou encourager les Américains à livrer ce type de bombes à l'entité sioniste. C'est ce que redoute Téhéran, et c'est pour ça que ça serait la dernière chose à faire que de perturber ce passage. Ça aussi, il faut le souligner. Les installations nucléaires de l'Iran sont dispersées et elles sont principalement sur 3 sites: Natanz, Ispahan et Fordo. Certaines installations iraniennes sont enterrées profondément, notamment Fordo. Mais ce n'est pas le cas de toutes les installations nucléaires. Israël a frappé à Natanz et a détruit des installations de surface. Mais il y a aussi à Natanz des installations enterrées qui, d'après l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et d'après les sources iraniennes, n'ont pas été détruites. Par contre, elles peuvent être endommagées par des problèmes électriques. Des centrifugeuses utilisées pour enrichir l'uranium en uranium 235, s'il y a un gros problème sur le, c'est très mauvais pour les centrifugeuses qui peuvent complètement être détruites. Mais évidemment, on n'a pas encore suffisamment d'informations sur ce qui se passe en dessous. Fordo, c'est très profond, sans doute à peu près 80. Et là, clairement, il faudrait le contact des États-Unis avec des bombes que seuls possèdent les Américains, qui pourraient détruire des objectifs profondément enterrés et protégés par du béton à des dizaines de mètres de profondeur. Et pour l'instant, les Américains n'ont pas accepté de donner ces armes aux Israéliens. Mais il y aura évidemment des dommages significatifs faits au programme nucléaire de l'Iran, mais il ne sera pas détruit en totalité. N'oublions pas cependant que, outre les frappes auxquelles nous assistons depuis la nuit du 12 au 13 juin, il y a aussi d'autres éléments. Il peut y avoir des sabotages, il peut y avoir des cyberattaques, il y en a eu dans le passé. Il y a la mort de plusieurs scientifiques iraniens liés au programme nucléaire. Donc, dans cette guerre qui a commencé depuis quelques jours, Israël dispose de plusieurs éléments contre le nucléaire, et pas seulement des frappes aériennes qui ont commencé dans la nuit du 12 au 13 juin. Alors, l'Iran, c'est à peu près le 8e ou 9e, ou on le dit peut-être 10e producteur mondial de pétrole. C'est 3 millions de barils jour. Le monde en consommerait à peu près 4 millions de barils jour. Mais si une tension sur les marchés se réalise, Francis Perrin, l'Arabie Saoudite a toujours été ce fameux joker pour pallier au manque. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, Riyad demeure toujours le super joker pour éviter les tensions sur les marchés et essayer de diminuer, en tout cas canaliser ou amoindrir les tensions sur les marchés si une guerre se déroule quelque part dans ces régions où les potentialités énergétiques sont importantes. L'Iran est effectivement le 8 de pétrole, et l'Iran est un important exportateur de pétrole. L'Iran produit dans les derniers mois 3,4 millions par jour de pétrole. Il est possible d'ailleurs que même s'il n'y avait pas eu cette guerre, les exportations iraniennes aient baissé, car il y a un renforcement des sanctions américaines par l'administration Trump depuis le mois de février. Donc ça prend un petit peu de temps, mais il est très probable que de toute façon, ces exportations iraniennes auraient baissé dans les mois qui viennent.
Alors, vous évoquez à juste titre le rôle clé de l'Arabie Saoudite, pays membre de l'OPEP, pays membre de l'OPEP+, comme l'est d'ailleurs l'Algérie. L'OPEP, c'est 12 pays, l'OPEP+, c'est 22 pays. L'Arabie Saoudite est actuellement le deuxième producteur mondial de pétrole après les États-Unis. Elle est aussi le premier exportateur mondial de pétrole et elle dispose d'une capacité de production pétrolière qui n'est pas utilisée en totalité. Ce qui veut dire que ce pays, dans un délai de quelques semaines, peut, si les dirigeants saoudiens le décident, produire et exporter plus de pétrole. Pour l'instant, comme la guerre n'a pas touché la production et les exportations pétrolières de l'Iran, il n'y a pas besoin d'un supplément de pétrole saoudien, des Émirats arabes unis, du Koweït ou de quelques autres pays, OPEP ou OPEP. Mais cela pourrait évidemment se produire dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et par ailleurs, n'oublions pas que s'il n'y a pas un accord sur le nucléaire iranien entre Téhéran et Washington, l'administration Trump décidera au minimum de renforcer encore les sanctions contre l'Iran, et ces sanctions viseront principalement le pétrole. Donc il se peut très bien que dans les semaines qui viennent, soit par rapport à cette guerre, soit par rapport à des sanctions économiques américaines renforcées, on ait besoin de plus de pétrole saoudien notamment sur le marché, à moins que l'Iran revienne à la table des négociations à Oman avec les États-Unis et qu'un accord soit conclu entre ces deux pays, un accord que le président américain Donald Trump estimerait être un bon deal, comme il le dit souvent. Et si la guerre se poursuit entre l'Iran et l'entité sioniste, comment, selon vous, se positionneraient les autres géants du pétrole de la région qui se tiennent pour l'instant à distance, hein? Je parle du Koweït, je parle de l'Irak, même l'OPEP, vous l'avez dit, hein, qui a des stocks non autorisés qui pourraient mettre sur le marché rapidement. Mais tout ça, ce sont des facteurs rassurants pour les investisseurs, même pour l'équilibre du marché. Donc, vous nous dites, au fond, il n'y a pas péril dans la demeure. C'est ça, si on comprend un peu la substance de votre message. Vous avez raison, on peut synthétiser ce message comme cela, mais j'ajouterais, pour l'instant, nous sommes dans une guerre par nature, c'est imprévisible. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas dans cette guerre des scénarios plus pessimistes. Par exemple, des frappes d'Israël contre des installations pétrolières en Iran, mais beaucoup plus massives. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Des frappes iraniennes contre des pays arabes au Moyen-Orient qui abritent des bases américaines et qui sont de grands pays pétroliers, sans compter le scénario qui me paraît pas très réaliste du blocage du détroit d'Ormuz. Mais pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal sur le plan pétrolier et nous avons, je dirais, deux coussins de sécurité. Premièrement, OPEP+, qui pourrait produire plus de pétrole dans un délai de quelques semaines s'il y avait besoin de plus de pétrole sur le marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxième élément, les stocks stratégiques, qui sont ceux de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui est basée à Paris, qui regroupe une trentaine de pays occidentaux, et cette agence gère des stocks de pétrole, de produits raffinés, des stocks stratégiques, qui sont extrêmement importants. Donc on a deux coussins de sécurité au cas où, suite à ce conflit, qui a débuté dans la nuit du 12 au 13 juin, il y aurait un risque de pénurie de pétrole sur le marché. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais je souligne bien ces deux mots, pour l'instant. Donc le scénario plausible, si on vous écoute, c'est qu'on resterait à un baril à 75 $. Le baril ne risque pas de flamber, même si vous prenez des précautions langagières, mais on resterait à une échelle de 75 $. Alors, c'est un scénario possible. Et c'est le scénario auquel, pour l'instant, les marchés pétroliers croient. Pour l'instant, ça veut dire aujourd'hui, le 16 juin. Demain, cela peut changer si le conflit dérape. Et c'est la raison pour laquelle les prix du pétrole ont baissé aujourd'hui lundi par rapport au cours de la fin de la journée de vendredi 13 juin. Mais ce que les traders pétroliers croient aujourd'hui, ils peuvent changer d'avis demain ou après-demain parce qu'il y aura des frappes sur le pétrole en Iran. C'est un scénario possible, c'est le plus optimiste, je dirais. C'est un scénario possible, probable, mais absolument pas sûr. Des scénarios plus pessimistes sont eux aussi possibles et probables.
Comme le scénario qui consiste à inclure les États-Unis dans le conflit. Ça aussi, ça fait peut-être, ça ferait pencher la balance dans l'esprit des traders. Évidemment, si les États-Unis entraient dans le conflit, il y aurait une extension du conflit au Moyen-Orient. L'Iran pourrait à ce moment-là être tenté de frapper des pays arabes du Moyen-Orient qui abritent des bases militaires américaines. Et cette extension du conflit, pas seulement entre l'Iran et Israël, mais à d'autres pays du Moyen-Orient et aux États-Unis, entraînerait évidemment à court terme une très forte augmentation des prix du brut. Francis Perrin, parlez-nous de la géopolitique de l'énergie de l'entité sioniste. Comment se déroule, je sais que c'est très difficile d'y répondre comme ça rapidement, mais quand même, est-ce qu'elle aussi, parce que depuis tout à l'heure, on pointe les fragilités de l'Iran à travers son énergie domestique et qu'elle dépend de la Chine, des États-Unis et même des routes, de certaines routes maritimes, mais qu'en est-il de l'entité sioniste par rapport à son énergie, à son pétrole et à son gaz? Est-ce qu'elle n'est pas aussi, elle, vulnérable par rapport à cette guerre? Alors, l'Iran est un très gros pays pétrolier et gazier. Israël n'est pas du tout un pays pétrolier en termes de production, c'est un pays gazier, une production à partir de champs offshore en Méditerranée orientale. Et d'ailleurs, suite au déclenchement de ce conflit, le groupe américain Chevron, le deuxième pétrolier américain ExxonMobil, a annoncé la fermeture du champ israélien de Léviathan, qui est sous la Méditerranée orientale. Ce n'est pas parce que Léviathan a été attaqué par l'Iran, c'est pour des raisons de précaution. Les autorités israéliennes ont ordonné à Chevron de fermer Léviathan pour des raisons de précaution. Et par ailleurs, la raffinerie de Haïfa en Israël a également été touchée. Donc nous avons aussi du côté israélien des installations énergétiques qui sont frappées, mais ce n'est pas la même importance parce que Israël n'est pas un grand pays sur le plan des hydrocarbures, c'est un pays gazier et pas un géant, et ce n'est pas un pays pétrolier, alors que l'Iran est un géant pétrolier et un géant gazier. Donc il y a une asymétrie des frappes sur les nations énergétiques en Iran sont beaucoup plus importantes pour ce pays et pour les équilibres pétroliers et gaziers mondiaux que ce n'est le cas dans l'autre sens. Mais est-ce que ça la rendrait pas vulnérable si la guerre se poursuit? Je parle bien entendu de l'entité sioniste. Est-ce qu'elle ne dépendrait pas des facteurs extérieurs? Alors, Israël dépend déjà de l'extérieur de son pétrole puisque ce pays n'est pas producteur. Donc Israël importe le pétrole dont elle a besoin. De qui? Pour l'instant, on parle de la Turquie, on parle... Il n'y a pas de pénurie de pétrole. Il y a... Visiblement, on a des problèmes de communication avec Francis Perrin. Je ne sais pas si on l'a récupéré. Est-ce que Francis Perrin, vous m'entendez? Apparemment, on a perdu la connexion avec Francis Perrin. On essaiera de le récupérer, quoique le temps nous est un peu limité. Peut-être qu'on va rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis. On aurait bien aimé saluer Francis Perrin. On le remercie à distance. Merci d'avoir été des nôtres et on vous dit à bientôt, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir été fidèles. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et je vous donne rendez-vous demain.